Merci d'être à nouveau présent pour cette table ronde. Nous allons en effet poursuivre sur le sujet de l'assurance avec un angle peut-être un peu plus opérationnel, aller dans le détail de ce qu'on doit faire en entreprise, de la façon dont ces polices vont se décliner. Alors, je vous l'avais promis hier qu'on rentrerait dans ce sujet. C'est clairement un sujet épineux, voire conflictuel en ce moment. Il a même été douloureux dans pas mal d'entreprises. Alors, heureusement, je suis très bien entourée pour parler du financement des risques par le marché de l'assurance, intégrant le risk management. Tout d'abord, François Baume. François est responsable des risques et assurances du groupe Sonépar. Bonjour François. Bonjour. Étienne Charpentier. Vous êtes directeur solutions et transferts alternatifs chez CIACI Saint-Honoré et vous dirigez 2RS France, qui est un spécialiste de la gestion captive. On en reparlera. Bonjour. Frédéric Ders, vous êtes directeur général Europe du groupe SCOR. Bonjour à toutes et tous. Stéphane Yvon, vous êtes directeur de la politique assurance du groupe EDF. Bonjour. Alors, on l'a tous compris, le marché de l'assurance en ce moment est pour le moins hard. Et je me tourne vers le courtier. Pouvez-vous nous en dire plus? En clair, nous raconter comment se sont un peu passés les renouvellements en fin d'année. Quel est le ressenti des entreprises, la réaction des assureurs? Voilà, on a vécu un mois de décembre, semble-t-il, particulièrement difficile, voire à rallonge. Alors, est-ce que maintenant tout est réglé et comment s'est passé votre mois de décembre? Alors, tout est réglé, je ne pense pas. On en reparlera tout à l'heure. Comment s'est passé le renouvellement de 2021? Évidemment, il s'est passé de façon très difficile pour l'ensemble du marché, sur l'ensemble des grands risques dont on s'occupe quand on traite de captives. Donc, du point de vue des captives, on a vu des rétentions évidemment augmenter, que ce soit en dommages principalement, sachant que le mouvement avait commencé, on a beaucoup parlé évidemment de la crise du coronavirus, mais le mouvement avait déjà quand même commencé dès mi-2018. C'était accéléré en 2019, 2020, et puis évidemment la crise est arrivée. Donc tout ça a créé beaucoup de tensions, et donc en commençant par les risques de dommages initialement. La nouveauté, je pense, sur le dernier renouvellement, c'est que cette tension et l'augmentation des participations des captives et de l'ensemble des outils de financement de risque d'ailleurs, au-delà des captives, s'est étendu à d'autres risques, et notamment sur la responsabilité civile, ce qui est relativement nouveau par rapport aux exercices 2019-2020, dans la mesure où on a vu finalement de moins en moins d'assureurs, donc de moins en moins de capacités disponibles et des rétentions qui augmentaient. Et donc qui dit rétention dit mécanisme de financement de risque nécessairement, pour pouvoir gérer ces rétentions en augmentation et donc offrir aux différentes entités de nos clients des niveaux de franchise qui soient en adéquation avec le périmètre financier, la surface financière des filiales. Donc ça, c'était quand même, me semble-t-il, une relative nouveauté sur la RC, enfin, en tout cas en tendance. Et par ailleurs, on a vu des captives intervenir de plus en plus en responsabilité civile, non seulement donc pour gérer des rétentions, comme je l'ai dit, mais également en quote-part, au-delà des rétentions, tout simplement pour pouvoir boucler des placements à 100%, ce qu'on n'avait quand même pas vu depuis un certain temps. Il faut quand même, à mon avis, revenir à 2002, 2003, 2004 pour voir des conditions aussi difficiles. Ensuite, on a parlé tout à l'heure du risque cyber dans la table ronde précédente. Alors ça, c'est une nouveauté aussi sur 2021. On venait souvent nous voir pour nous demander, est-ce que vous pensez que le cyber est un bon risque? Est-ce qu'on pourrait mettre en place une captive, ou en tout cas faire participer notre captive sur le risque cyber? Alors la réponse était jusque-là non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'aliments de primes pour avoir un levier de négociation en utilisant la captive vis-à-vis du marché. Et d'autre part, les niveaux de franchise étaient relativement faibles. La nouveauté depuis la crise, et notamment compte tenu des attaques qui ont eu lieu depuis le confinement, c'est que les niveaux, les points d'attachement des assureurs, donc le niveau de déclenchement des garanties a
augmenté très significativement. Nous, on a des clients pour lesquels ce niveau de déclenchement des programmes cyber a décuplé ou a été multiplié par 20. Et des montants de primes qui ont également très fortement augmenté. Donc là encore, la captive devient, comme sur le risque RC, à nouveau un outil qui permet de financer les risques quand les points d'attachement augmentent. Ensuite, sur les autres risques, évidemment, la construction, le transport sont également des risques qu'on peut mettre en place, sur lesquels on peut mettre en place des programmes d'assurance captive et qu'on a vu se développer ces dernières années. On reviendra sur les captives tout à l'heure, mais ça ne concerne quand même pas tout le monde et on en reparlera justement. Peut-être les représentants des risk managers, je ne sais pas qui commence, vous, votre ressenti de cette fin d'année et des renouvellements, Stéphane, en étant peut-être plus large vraiment dans nos éditeurs, il y a aussi des chefs d'entreprise de PME. Alors on verra qui peut... Donc moi je vais commencer simplement par citer Denis Kessler qui avait dit il n'y a pas si longtemps que ça que c'était la fin des cycles en réassurance. Et bon, nous, on aurait mieux aimé qu'il soit bien écouté en 2019 et 2020. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'effectivement, les bouleversements de marché tels qu'ils ont eu lieu après les attaques du World Trade Center, ça pouvait revenir avec d'autres causes. En haut de cycle, on a été en 2002. Dernier cycle bas 2001, on est monté. Aujourd'hui, on serait de nouveau au plus haut. Sauf qu'on est passé du très bas il y a 2 ans à un très haut. Ah oui, je ne sais même pas si on est encore arrivé au sommet de la montagne à gravir. Donc ça, et ça c'est une deuxième observation, c'est-à-dire qu'en fait tous les risk managers n'ont pas été touchés de la même façon en même temps, parce que justement avec le marché soft, auparavant, il y avait des contrats de durée, et donc il y en a certains qui ont enjambé la première partie du durcissement, puis qui se sont retrouvés d'un seul coup face à vraiment un mur. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que les risk managers d'aujourd'hui ne sont pas tous avec du poil blanc comme moi. Il y en a qui sont un peu plus jeunes et donc ils n'ont pas vécu forcément des conditions de marché très très dures dans le passé. Le changement des centres de décision des assureurs, par exemple, qui est quand même quelque chose qui peut être assez violent. Dans le sens où on est habitué à ce que le souscripteur puisse dire quelque chose et en fait là il est obligé de faire des référals de plus en plus loin. Voilà. Donc beaucoup de changements, mais il y a quand même des solutions. François, toi qui es si jeune, hein, quelle est ta perception? Merci. Non, j'ai la même perception que Stéphane, bien que je n'ai pas les mêmes cheveux blancs, on va dire. Ce qu'on peut rajouter, c'est que certains ont vu le mur plus tardivement et certains ne l'ont pas encore vu, parce qu'effectivement, les accords de durée, les long-term agreements que tu évoquais, pour certains, le mur va arriver fin 2021, voire dans l'été 2021 peut-être, pour ces renouvellements-là. Donc la courbe, l'impact va être encore dilué jusqu'à la fin de l'année et peut-être encore plus tard. On se perd un peu en conjecture là-dessus. Je parlais de conflits et de douleurs en introduction. Je vous trouve très soft dans vos reprises. Alors, est-ce que j'ai été trop loin ? Non, effectivement, c'est quand même un peu traumatique. Hein. On a l'impression de sortir d'un cycle d'essorage, d'une machine à laver à 1400 tours, et finalement, le cycle n'est pas fini, donc vous êtes toujours dedans et ça continue. Et ça impacte toutes les lignes. Alors qu'avant, il y avait peut-être une segmentation entre certaines lignes qui étaient un peu plus épargnées, et là, c'est à peu près partout. Et le point majeur, à mon avis, à retenir, c'est que ça vient niveler les différences entre les entreprises qui ont ou pas investi dans la prévention, fait un certain nombre d'efforts. Alors ça, on reviendra dessus. Je voudrais juste parler encore un tout petit peu des primes. On a vu des augmentations de quel ordre ? Si on doit chiffrer là sur une augmentation, sur un risque. Alors déjà, peut-être une couverture moindre, mais déjà sur la prime, qu'est-ce que... Ça dépend des lignes, mais c'était parfois entre 30 et 50%, parfois plus, pour avoir des niveaux de garantie équivalents. Donc c'est... Voilà. Et on n'a pas encore tout vu, à mon avis, puisque comme on le disait, tout le monde n'a pas encore renouvelé tous ses programmes. Et donc, il y a encore des surprises à venir, à mon avis. Voilà. Bon, j'ai envie de dire, la parole est à la défense, mais expliquez-nous non, je pense expliquez-nous ce qui s'est passé, le point de vue des assureurs. Alors,
moi, je vais peut-être vous donner un éclairage qui sera plus réassurance, qui sera donc un petit peu plus global, mais qui reviendra de toute façon à parler des mêmes sujets. Tout d'abord, on vit non pas une crise, mais des crises, et des crises qui se sont manifestées avant la Covid, pendant la Covid, et comme ça vient d'être dit, qui vont encore se dérouler. Je rappelle quand même quelques chiffres. Enfin, la crise sanitaire, c'est juste quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. On parle de 2,2 millions de gens qui sont morts. En France, on atteint les 80 000. En termes d'assurance et de risques assurés, je ne sais pas si vous avez vu les chiffres qui sont publiés, les Lloyds ou des agences de notation, ça varie, mais en moyenne, on parle de 70 milliards de dollars aujourd'hui de sinistres, dont 30 qui sont déjà réservés dans les comptes des assureurs, et ce n'est pas fini. Donc on est vraiment dans une crise qu'on n'a jamais vue par le passé, crise économique, et j'en parle parce que les réassureurs ou les assureurs, comme vous le savez, mettent leurs sous investis pour pouvoir payer les sinistres plus tard. Donc aujourd'hui, on parle... Il me semble, la semaine dernière, l'INSEE a publié les chiffres. On a une contraction en France de 8% du PIB, ou de 8,2%. En 2008, c'était à peine 3%, ou en 2009. Donc on est dans une crise qu'on n'avait jamais vue avant pour ce qui est du Covid. Pour le reste, il faut se rappeler quand même qu'il y a le changement climatique. Et ça, les réassureurs le voient parfaitement. Donc il y a une accélération de la fréquence des grands risques de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, en France, on parle aisément, alors que ce n'était pas le cas avant, parce que c'était totalement inconnu, des fameux bushfires en Australie, des wildfires aux États-Unis. Ce sont des sommes colossales qui aujourd'hui impactent les assureurs. Alors, vous me direz les assureurs plutôt américains ou étrangers et les réassureurs. Donc, forcément, avec l'inflation sociale aussi, on en parlait à l'instant, de la responsabilité civile, je partais ce matin, je lisais le journal, j'ai vu que le cabinet de conseil, un des plus grands cabinets de conseil américains, McKinsey, avait accepté de payer une somme de 573 millions de dollars juste pour avoir aidé des fabricants d'opioïdes à marketer leurs produits dans des États. Enfin, on est dans une crise qui est à la fois technique, c'est-à-dire assurantielle, et économique, et évidemment sanitaire. Donc forcément, et comme ça vient juste d'être dit, et je prends le dommage parce qu'en général, ce sont les budgets qui sont les plus conséquents chez nos assurés. Vous avez des taux qui, depuis 2008-2009, ont baissé chaque année, qui ont commencé à vaciller, notamment à l'étranger, du fait des catastrophes naturelles dont je parlais, et la fameuse en 2017 qui était Irma aux États-Unis, et qui petit à petit sont venus en Europe. Donc c'est vrai que depuis 2018-2019, pour le dommage, les taux ont commencé à se redresser. Mais n'oubliez pas que les taux ont chuté, et parfois avec des chiffres importants, depuis un certain nombre d'années. Donc oui, c'est brutal, mais comme taux pourcentage, c'est un pourcentage appliqué sur une prime qui a baissé depuis 10 ans. Alors, si je résume de façon très dure, courte, donc dure, est-ce que les assureurs ont moins d'appétit au risque? Ça veut dire qu'il va falloir que les entreprises prennent plus de risques et qu'on redécoupe vos prises de risques. Est-ce que vous allez accepter plus de franchises avant qu'on parle captive, quelle est la première étape dans vos prises de risques? Alors, il y a plusieurs étapes, mais il n'y a pas forcément tout le temps une question de choix, parce qu'effectivement, on est dans un marché, donc accepter ou vouloir des franchises plus hautes, ça peut être une partie de notre stratégie, mais aujourd'hui, finalement, c'est clairement en grande partie subi quand même, hein, donc il faut déjà modérer cette partie-là. Mais oui, il y a forcément, les lignes ont bougé et vont encore bouger, et il y a une bonne partie du financement des risques qui va rester en interne de l'entreprise, ce qui était déjà le cas pour partie avant. On a vu que dans les tables rondes précédentes, il y a 80% des risques qui ne sont pas assurés ou pas assurables. Donc on est déjà sur 20%. C'est déjà énorme hein, comme périmètre, mais ces 20% se contractent. Est-ce que les assureurs baissent ont moins d'appétit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils baissent les limites qu'ils proposent à leurs différents assurés, et ces limites-là vont coûter plus cher. Donc mécaniquement, le financement a tendance à se réinternaliser avec différents mécanismes. Bah oui, surtout que les budgets des entreprises aussi sont contraints. Hein. C'est pas la crise a impacté les assureurs, c'est vrai, mais les entreprises aussi. Et donc toutes les entreprises sont dans des revues de budgétaires assez serrées. Et donc effectivement, à part acheter moins en limite, soit effectivement en coassurance, Étienne l'a mentionné, parfois coassurance imposée parce que les placements ne se font pas à 100%. Soit à remonter les franchises. Voilà. La seule difficulté, c'est que les entreprises sont aussi parfois contraintes par les engagements qu'elles prennent, les engagements commerciaux et contractuels. Si vous voulez répondre à un appel d'offres, on va vous demander
une attestation d'assurance avec une limite minimum, une franchise assez basse, de couvrir tout un tas d'intervenants. Voilà. Si vous êtes en financement de projet, c'est-à-dire que vous avez des banquiers qui vous prêtent de l'argent, c'est pareil. Ils vont demander des garanties d'assurance pour être sûr que si ça se passe mal, ce qu'ils vous ont prêté, ils le récupèrent. Et donc, là, on se retrouve face à des limites opérationnelles qui font que, justement, on ne peut pas, sans changer le business model, parfois répondre. Et c'est là que prend tout l'intérêt d'une captive. Alors, Voilà. j'allais y revenir, mais j'aimerais qu'on commence par le début, c'est-à-dire déjà, qu'est-ce que c'est qu'une captive dans le fonctionnement? Pour ceux qui n'ont jamais un chef de grande entreprise qui n'a jamais... Alors, une captive, c'est une société d'assurance ou de réassurance, donc tout à fait normal, agréée, contrôlée, etc. Et qui, par contre, n'a vocation qu'à couvrir les risques du groupe auquel elle appartient. Qui serait créé par un groupe ou par plusieurs groupes, ou mutualisé, par un groupe. Par un groupe, voilà. Il faut être très gros pour y prétendre? Et c'est sûr qu'il y a une petite marche à l'entrée. Alors, il y a une marche à l'entrée déjà au niveau financier, parce qu'il faut plusieurs millions d'euros pour constituer une captive, en général. Bon, après, ça dépend des domiciles que vous avez. Et puis, il y a aussi une marche à l'entrée en termes de fonctionnement, parce qu'on fonctionne comme un assureur. On est soumis aux réglementations des assureurs. Il y a tout un tas d'exigences pour les gens qui sont dans la captive de probité, de connaissances, etc. Voilà, ça demande quand même une certaine technicité, on peut dire. C'est effectivement l'époque bénie d'il y a peut-être 15 ou 20 ans où un risk manager disait à son courtier on va faire une captive, et puis on montait ça en une semaine ou 15 jours, peut-être un peu plus quand même. C'est fini. Donc là, il faut effectivement prendre son élan pour créer une captive. Si on veut créer une captive, il faut prendre son élan, il faut discuter avec les juristes de l'entreprise, les fiscalistes, les comptables, et puis convaincre le management de vous donner un peu d'argent pour améliorer, parce que finalement la captive, elle fait passer l'acheteur d'assurance de la simple gestion du transfert du risque à un gestionnaire de risque aussi, d'une certaine façon, puisque du coup, on internalise une bonne partie des risques assurables de l'entreprise, et donc du coup, il faut les gérer avec des règles, etc. Alors, Étienne, c'est accessible d'après... Alors, Stéphane disait qu'il fallait un certain temps. Alors, j'ai envie de vous dire combien de temps il faut aujourd'hui, concrètement, quand vous créez une captive. Et selon vous, c'est accessible à partir de quel seuil? Alors, j'imagine que ça ne se calcule pas qu'en chiffre d'affaires, mais voilà, il faut avoir quel profil pour aujourd'hui penser créer une captive? Alors aujourd'hui, effectivement, comme disait Stéphane, on est plutôt sur les grandes entreprises, sur les entreprises qui font plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Si on prend le CAC 40 ou le SBF 120, on se rend compte que en fait, tous les groupes français qui rentrent dans ces classements par capitalisation sont équipés. Alors, pas tous, il y a quelques exceptions, mais la plupart sont équipés. Et depuis assez longtemps d'ailleurs. Donc, on est sur ce segment-là. Ensuite, en termes de volume, alors il est difficile de déterminer exactement des montants minimums, mais en dessous d'1 million d'euros de primes dans la captive, on se rend compte que c'est extrêmement difficile d'avoir une pérennité de l'outil, tout simplement parce qu'en face, il faut pouvoir payer les sinistres, et donc il faut avoir la surface financière minimale au niveau de la captive. Et par ailleurs, il faut aussi pouvoir diversifier le portefeuille qui est souscrit par la captive pour assurer sa pérennité à long terme. François disait tout à l'heure qu'on est sur la matière assurable, sur les risques qui sont transférés aux assureurs sur environ 20% des risques. La captive a comme avantage de pouvoir justement adresser d'autres sujets que simplement les risques qui sont assurés sur le marché et pouvoir diversifier son portefeuille de souscription en souscrivant des risques qui ne sont pas assurables sur le marché. Donc ça, c'est aussi une piste pour les entreprises de
de plus petite taille, pour lesquels parfois on met en place des captifs pour couvrir des risques qui ne sont pas nécessairement assurés sur le marché, mais pouvoir pérenniser leur Une question de la salle en complément. Alors peut-être François, quels outils, François ou Stéphane, quels outils pour les ETI et PME, sachant que la captive est disproportionnée au regard des moyens financiers des entreprises moyennes, financiers et humains. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre? Si, aujourd'hui, pas forcément. Il peut y avoir certains types de captives, mais je ne pense pas qu'on va rentrer dans ce débat-là, qui sont des captives en location ou par compartiment, mais c'est peut-être pas le sujet. Mais il peut y avoir, et c'est ce que la table ronde précédente évoquait, demain, un système de provision accessible à des entreprises de cette taille-là, ou à toutes les entreprises finalement, qui permettent de préparer le futur dans les comptes d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, sinon, on est un peu démunis. L'idée, c'est sinon d'investir en prévention, en action de prévention pour gérer soi-même son risque, au-delà d'un mécanisme de financement pour limiter la fréquence et l'impact. C'est un peu le retour au matelas quand même. On vous dit de mettre de l'argent de côté pour éviter d'avoir une catastrophe plus tard. La catastrophe plus tard, si on anticipe que demain il va y avoir une catastrophe, quelle qu'elle soit, il faut pouvoir la financer. C'est toute la question. Et la captive aide à ça. On construit un instrument financier qui, dans le temps, nous permet d'avoir un matelas qui vient amortir l'impact de l'événement, l'impact financier de l'événement qui surviendra peut-être plus tard. Alors, il y avait une question tout à l'heure sur le rôle du financement privé, des investisseurs privés. Est-ce que là aussi, on peut aller voir un investisseur privé en lui disant « prends mon risque » Les cas de bond. Alors, c'était pas clair. La question était beaucoup plus large. C'est pour ça que je n'ai pas prononcé le mot cas de bond. Donc, à une époque, on pouvait en effet, si je résume, trouver une obligation qu'on plaçait auprès de quelqu'un qui couvrait une partie de son risque catastrophe naturelle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas plus largement vendre du risque à des gens? Une banque qui vous prête de l'argent, elle prend aussi du risque sur vos opérations. Donc voilà. On lui a pas dit que c'était une assurance. Non, mais voilà, quelque part, elle assume une partie du risque d'exploitation de l'entreprise. Donc ça existe déjà. Après. Je reviendrai quand même sur l'histoire des captives à compartiment, parce que finalement, alors c'est peut-être pas pour les PME, ça serait plutôt pour des entreprises qui seraient un petit peu donc les ETI, peut-être les plus grosses des ETI, qui pourraient effectivement, pareil, en ayant un volume de primes minimum à gérer, s'adresser à des réassureurs qui font de la gestion de risque par compartiment. Voilà, ça existe à Malte, ça existe ailleurs. C'est possible. Faut vous adresser à votre meilleur courtier. Non, je rebondis juste sur Malte. La captive a longtemps eu un côté un peu fumeux, parce que les Bermudes, Malte, etc. Alors, c'est quoi la réponse aujourd'hui qu'on donne à ce côté paradisiaque de la captive? Je pense que la réponse qu'on peut donner, c'est tout simplement la réponse du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que les pouvoirs publics, à travers la direction du Trésor et les différents projets qu'il peut y avoir, donc de provision pour résilience, ou éventuellement on parle de captive en France, je pense que les pouvoirs publics sont totalement conscients, à travers les différents dispositifs, qu'on est dans un marché qui est extrêmement stressé, qui est très difficile. Ça fait, donc, comme je le disais, 2-3 ans que c'est difficile. Il y a eu la crise pandémique. Donc, on n'est pas du tout dans une approche qui est une approche de fiscalité. On est vraiment dans une approche technique. Ensuite, il y a quand même effectivement un historique dont il faut tenir compte, qui est l'historique réglementaire des différents pays qui accueillent des captives. Pourquoi accueillent-ils des captives? Ils accueillent des captives parce que depuis les années 80 ou les années 90, ou Malte un peu plus récemment, il y a une réglementation qui a été mise en place. Par exemple, on peut citer l'exemple de l'Irlande. En Irlande, alors c'était pas une réglementation comptable, mais c'était une réglementation fiscale. Il y a eu une zone franche qui a été installée dans les années 90 dans la zone des docks de Dublin, dans laquelle les captifs payaient 10% d'impôts. Donc c'était vraiment pour lancer le secteur des captives en Irlande. Qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure des années? L'Irlande a baissé son taux d'impôt sur les sociétés à 12,5%, ce qui explique pourquoi aujourd'hui les grandes entreprises américaines ont leur siège européen en Irlande. Donc ce que je veux dire, c'est que
au départ, on a un avantage qui est spécifique aux captives, et à l'arrivée, en fait, on a un avantage fiscal qui n'est pas lié spécifiquement aux captives, mais qui est tout simplement un taux d'IS qui s'applique à l'ensemble des sociétés. Voilà, donc si on va au Luxembourg, c'est un peu différent. Là, c'est un mécanisme comptable qui permet de provisionner dans les comptes de la captive de façon libre, et on est obligé de le faire d'ailleurs, compte tenu du fait que le portefeuille qui est souscrit par la captive n'est pas diversifié. Ce sont les risques propres du groupe. Et c'est peut-être donc ce type de dispositif qui pourrait être généralisé en France, sachant qu'il existe déjà en France pour certains risques. Je pense à la couverture grêle, je pense à la couverture des événements naturels, au risque atomique. Voilà, il est différent, mais c'est un petit peu la même idée. Beaucoup plus limité quand même. Alors, Beaucoup juste plus une limité. question pour résumer. C'est le moment de se lancer? C'est un peu ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est le marché de l'assurance, c'est des cycles. On voit bien que le contexte de risque, le paysage de risque est assez fertile, donc il ne faut pas se leurrer. Quand bien même une fois que ce cycle-là sera fini, il y en aura probablement un autre qui va arriver. Donc pour éviter d'être surpris dans le futur, il faudrait se lancer, et ça prend du temps. C'est aussi ce que disaient Étienne et Stéphane. C'est la captive. Si jamais on se lance dans une captive, elle ne va pas être opérationnelle dans les 2 minutes. Il va falloir amorcer l'outil. Mais si je peux rajouter juste une chose sur les captives, c'est que c'est aussi un outil de mutualisation fort que nous, les rassureurs, voyons finalement pour ce que c'est-à-dire une franchise. Une captive, c'est une franchise, mais c'est une franchise au niveau groupe plutôt que d'avoir une franchise au niveau des unités opérationnelles. Et finalement, ça impose, alors évidemment, une certaine taille pour avoir les moyens de la mettre en place, parce qu'on a vu toutes les contraintes juridiques, financières, etc. Mais ça impose en premier lieu d'avoir une politique de risk management. C'est-à-dire que la question qu'il faut se poser, d'abord, c'est est-ce que j'ai une politique de risk management qui fera que je vais mettre tous mes risques accidentels, c'est-à-dire ceux qui sont assurables, dans un outil, dans une SPV, comme diraient des financiers. Et l'intérêt énorme de la captive, c'est que je vais pouvoir les mesurer. C'est-à-dire je vais pouvoir regarder ce qui rentre, ce qui sort, moi, assuré, et je vais pouvoir regarder quelle allocation des risques je vais pouvoir faire entre ce que je veux garder, dans le fameux appétit au risque, et ce que je veux transférer. Donc, finalement, le sujet tourne toujours en rond quand on parle d'appétit au risque ou de captive, c'est-à-dire c'est quoi l'allocation des risques que je veux faire? Est-ce que je vais les financer sur mon bilan ou est-ce que je vais les financer sur le bilan de l'assureur ou du réassureur? Après, quand vous posiez la question tout à l'heure des marchés privés, qui sont en fait les marchés des capitaux, parce que tous ces marchés sont privés déjà. Ça, c'est l'évolution des temps. C'est-à-dire que vous avez une contrainte qui est les rendements financiers qui sont misérables. Donc, vous avez tous ces hedge funds et tous ces fonds de pension qui voient ici des actifs qui sont intéressants en termes de rendement, mais surtout en termes de décorrélation. Et puis aussi, vous avez la technologie, on l'oublie, mais la technologie permet aujourd'hui de traduire le risque assurable, qui était complètement inconnu des marchés des capitaux, qui avaient plus l'habitude, eux, des risques macroéconomiques, en quelque chose qu'ils comprennent. Donc ça, c'est une évolution qui est de façon inexorable, qui viendra, et avec laquelle il faut composer, et qui est bénéfique. Qui est bénéfique pour les assureurs, parce que c'est aussi et les réassureurs, parce que c'est un apport de capital complémentaire, qui sera bénéfique aussi pour les industriels, d'une certaine mesure, quand ils ont la taille, ou quand les risques qu'ils recherchent seront transférables sur ce marché. Donc ça, c'est... On peut aller vers une désintermédiation du marché de l'assurance, c'est ça que... Mais oui, enfin, elle existe déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des assurés qui sont tellement sophistiqués, on vient d'en parler. Ils ont des compagnies d'assurance, donc ils sont assureurs. On travaille avec des courtiers qui sont consultants, on travaille avec des courtiers qui gèrent des captives, qui proposent des captives. Donc finalement, les cartes ont été rebattues, mais sur un terreau qui est très sain, c'est celui de la gestion des risques, c'est-à-dire de la meilleure allocation des risques. Donc aujourd'hui, quand on parle de redressement ou de crise, etc., oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est une correction. Donc ça permet aussi que tout le monde se remette autour de la table. Il regarde autour du risque. On l'a bien senti. Hein. Comment le financement va se faire le mieux possible pour chacune des parties, pour rester ensemble, parce qu'in fine, on est quand même dans un modèle économique où l'assureur accompagne le développement de ses assurés. Alors, je voudrais revenir sur la gestion des risques et son importance, c'est très clair, vous l'avez montré. Quelle gestion des risques faites-vous et surtout, comment démontrez-vous, enfin tout le problème c'est d'arriver à prouver à votre assureur que vous avez une bonne gestion des risques? Je passerai la parole à François sur le sujet, mais je vais revenir d'abord sur l'appétit au risque, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose dans les entreprises. L'acheteur d'assurance, il n'a pas forcément toujours une guidance, enfin du moins un discours clair de son management pour lui dire voilà ce qu'on peut garder comme risque, voilà ce qu'il faut transférer. La plupart du temps, les assurances, c'est un petit peu sur le côté du core business, et il faut que ça marche et qu'il y ait des indemnisations qui se produisent, etc.
le fait d'avoir une captive, ça permet justement d'objectiver cette notion d'appétit au risque, puisque en fait, avec une captive, on a donc l'entreprise met des capitaux à disposition de l'acheteur d'assurance, et puis ensuite on pilote ses fonds propres avec les mêmes règles que les assureurs sur Solvabilité 2, et donc on récupère cette notion d'appétit au risque, parce qu'en fait effectivement, quand le marché se durcit, on peut augmenter notre appétit au risque dans la captive, et en voir tous les bénéfices sur le coût total du risque assurable de l'entreprise. Clairement, le montant de la facture, il est connu en interne, c'est ça que vous nous dites. Oui, et puis ça permet de le gérer, puisqu'en fait, on sait que les fonds propres qui ont été mis à disposition sont bien utilisés, moins bien utilisés. Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'ils comment dire, permettent de gérer tous ces risques qu'on a internalisés? Voilà. Donc ça, c'est une réinternalisation de la vision de l'appétit au risque dans l'entreprise. Et effectivement, je pense pour compléter sur l'aspect risk management, il faut revenir aux fondamentaux. En fait, la gestion des risques qu'on fait en entreprise, l'enjeu, c'est d'abord de comprendre les risques, les identifier, les évaluer, les mécanismes de survenance, comprendre pour agir. Il faut traiter ces risques-là par différents moyens de prévention. Il y a des choses très faciles et basiques sur les comportements. Enfin, faciles et basiques, à la portée de tout le monde, on va dire, mais qui prennent quand même du temps à mettre en place, sur les comportements humains des salariés, sur après d'autres items qui nécessitent des investissements et des temps plus longs. Et cette action, elle va finalement porter ses fruits, permettre de réduire les risques, donc de repousser l'horizon de temps de leur réalisation et ou réduire leurs conséquences, leurs impacts, qu'ils soient financiers, humains, etc. Et cette matière-là, c'est cette matière-là qu'on va devoir financer en entreprise pour pouvoir continuer et passer l'étape, passer la brisure pour rebondir sur ce qui a été dit hier. Et ce financement-là, du coup, il devient composite, comme on l'a évoqué, avec différents instruments. C'est des questions de réglage, de partage, de transfert. Et là, le transfert est possible. Et c'est toute cette démarche qu'on essaye de valoriser auprès du marché de l'assurance pour finalement faire comprendre les efforts notre réalité, les efforts qu'on a mis en place et leur pertinence et leur efficacité. Et je rejoins là-dessus un point que Frédéric mentionnait. La captive, en fait, elle aide à avoir aussi le même langage que l'assureur, que le marché de manière générale, parce qu'on a un suivi des risques qui sont monitorés de la même manière, avec les mêmes métriques, avec les mêmes indicateurs, donc on se comprend, on parle le même langage. On est égal à l'assureur ou au réassureur à qui on va parler. Le courtier apporte aussi sa pierre à l'édifice et ça permet le transfert. Et après, tout ça, demain, permet d'accéder au dernier étage de la fusée qui était évoqué également avant, qui est potentiellement l'intervention de l'État pour des risques qui sont d'une magnitude encore plus importante. Donc c'est vraiment un système chaîné, quelque part, avec une pluralité d'acteurs qui chacun vont apporter leur pierre à l'édifice. Mais tout le socle, le socle fondamental, quelque part, c'est ces actions de gestion des risques, certaines quasi à la portée de tous, certaines plus sophistiquées. Ça va de l'équivalent des gestes barrières qu'on mène tous aujourd'hui. Ça, c'est une illustration actuelle que tout le monde comprend des premières mesures de gestion des risques. Et après, il y a des mesures plus sophistiquées qu'on va identifier en fonction de notre profil, quelque part, et de notre appétit également. Il y a une question un peu méchante là. Ne faut-il pas aller chercher aussi des économies chez les assureurs en revisitant la gouvernance, en réévaluant l'efficacité des process de décision? Je pense que la question est pour vous, Frédéric. Oui, alors, je ne sais pas à quoi on fait allusion ici, mais j'allais dire, s'il y a quelque chose qui s'est amélioré grandement ces dernières années, et moi aussi qui quelques années maintenant de vol pour dire que j'ai connu des faillites cinglantes dans les années 90, même le plus grand marché d'assurance du monde, les Lloyds. Je suis un peu étonné de la question parce qu'en fait, on a aujourd'hui mis finalement des moyens, de l'expertise, des processus et puis une organisation de risk management chez les assureurs et chez les réassureurs pour justement garantir davantage la pérennité de l'existence et donc de la promesse qui a été faite aux assurés dans le futur. C'est ce qui fait qu'il y a cette gouvernance dont on parle et qui a un coût, bien évidemment, mais on parle exactement des mêmes sujets. De la même façon que vous avez des risk management mis en place, alors beaucoup plus opérationnels et accidentels, parce qu'évidemment, dans les compagnies d'assurance et réassurance, le risque principal est financier et de souscription. Il est aussi opérationnel, mais davantage
sur la partie IT ou sur la partie gestion de capital et humaine. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait plus de progrès, au contraire. Alors, ça, une fois de plus, ça a un coût. Que de Il y a un aspect de digitalisation. Vous avez peut-être plus de gouvernance, de formalité, de conformité, plutôt, voilà, je cherchais. Mais vous avez beaucoup digitalisé et peut-être fait des économies aussi en termes de process. Hein. Oui, ça c'est la performance opérationnelle, et tout le monde en parle aujourd'hui parce que InsurTech, dont tout le monde parle et que tout le monde connaît, va amener encore plus d'améliorations. Mais là, essentiellement d'ailleurs sur la performance opérationnelle, c'est-à-dire qu'on fera les choses mieux, plus vite, en distribuant, en processant, en tarifant, voilà, en gérant. Et ça tant mieux parce que ce sera pour le bien des assurés qui, j'espère, sera transféré dans les coûts et dans les prix d'assurance. Mais c'est aussi dans la modélisation. C'est aussi dans la pression du risque, donc dans le core business de l'assureur et des réassureurs. Et ça existe déjà aujourd'hui. On voit bien qu'on a des outils qu'on n'avait pas il y a quelques années qui permettent d'avoir une meilleure appréciation de la fréquence ou de l'impact des risques. Donc pour moi, ça participe tout ça d'une bonne gouvernance, d'avoir des outils de RM et des organisations de RM qui permettent d'avoir une panoplie comme ça, très large des risques qui peuvent impacter l'assureur ou le réassureur. Une fois de plus, c'est un coût. Alors, vous avez gagné en gouvernance et en capitaux. Et je voulais revenir sur une question de tout à l'heure. Est-ce que vous êtes assez solide pour faire face à c'était au pluriel, aux risques systémiques Ah non, les risques systémiques, par définition, ils ne sont pas assurables. Je rappelle qu'un risque assurable, c'est avant tout un risque qui est un aléa, donc quelque chose qui est imprévisible. C'est un risque qu'on peut quantifier. Et surtout, c'est un risque que dont on peut tirer une cotisation qui va être appliquée à une population suffisamment large et homogène. Enfin, j'ai rien inventé, c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. Donc ça, c'est vieux comme le monde, il est mathématique. Donc si le risque est systémique, vous ne pouvez pas le transférer. Je le conçois, mais les dirigeants d'entreprises qui assurent leur risque cyber, hein, on leur répète largement en ce moment que ce risque cyber peut devenir systémique. Pourtant, lui est assuré. Donc je pense qu'il y a une... Vous prenez la définition réelle du risque systémique, mais je pense qu'il y a une acception plus large, qui est un risque qui toucherait beaucoup de monde. Oui, tout à fait. Mais je reviens aux fondamentaux, c'est-à-dire le risque cyber comme le risque de terrorisme, et on en parlera peut-être tout à l'heure parce qu'on a un peu plus d'expérience. Une fois de plus, il faut pouvoir le mesurer. Comment faites-vous le prix d'un risque cyber si vous n'avez pas d'éléments quantifiés? Vous disiez tout à l'heure quelles sont les mesures que le risk manager peut présenter à son assureur ou réassureur pour avoir des meilleures conditions tarifaires. Avant tout, pour gérer le risque de cyber, il faut pouvoir le mesurer. Et pour rebondir là-dessus, je pense que c'est là le point fondamental, c'est que de plus en plus, on partage, enfin l'assuré, le client, l'entreprise partage avec ses assureurs un certain nombre d'éléments sur ses actions. Et pour rebondir sur les risques cyber, il y a de plus en plus de réunions avec les équipes de cybersécurité, les souscripteurs des assureurs, le courtier, pour expliquer la trajectoire de l'entreprise, les choix technologiques ou humains qui ont été faits et avoir une certaine animation au fil de l'année pour sortir aussi un peu des logiques après fermées de questionnaires qu'on ne va pas aborder ici, mais de nourrir un dialogue pour expliquer les risques, les choix faits par l'entreprise, les décisions prises pour améliorer la situation, les problèmes qu'on peut rencontrer également et la courbe d'apprentissage qu'on construit ensemble. Ça renforce encore la logique de partenariat qu'on appelle de nos voeux et qu'on cherche. L'assurance, c'est inscrit dans le temps long, c'est ce que disait Frédéric tout à l'heure, et on s'assure aussi pour le long terme, et on ne va pas chaque année être soumis à des aléas. Donc il faut arriver à construire et à renforcer toutes ces briques qui constituent cette efficacité de l'assurance. Non, et j'allais donner l'exemple tout à l'heure du risque de terrorisme, parce que je pense que c'est un cas vécu, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, enfin maintenant, oui, 20 ans exactement, le risque de terrorisme était plus ou moins garanti, comme disent les Anglais, en silent form, c'est-à-dire sans le dire. Il y a eu les événements que nous connaissons tous. Donc finalement, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est qu'on a réfléchi quelle serait la meilleure allocation de ce risque dans les différentes parties prenantes. Et rappelez-vous, l'État a été partie prenante, et Dieu sait s'il l'est toujours. Donc on a réfléchi avec les courtiers, avec les assureurs, avec les réassureurs. L'État, c'est nous, ce sont les contribuables. Donc tout le monde a cotisé finalement pour assurer ce risque, et de façon pérenne. Et pourquoi? Parce que ce risque avait pris une telle dimension qu'il était devenu quasi systémique. Donc la réponse à la question, elle est un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir le mesurer et puis voir les impacts dont on parle. Et ensuite, il faut tous se mettre autour de la table pour trouver des solutions innovantes avec des partenaires courtiers et puis avec les assurés, assureurs et assureurs.
Une question un peu de ressenti dans vos entreprises. Comment les directeurs généraux ou les directeurs financiers avec lesquels vous travaillez appréhendent-ils la volatilité qu'elles sont prêtes à subir ou qu'elles ne sont pas prêtes à subir, mais la volatilité constatée actuellement? Comment c'est vécu? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le partage de la notion d'appétit au risque. C'est-à-dire que souvent, d'abord, il y a beaucoup de discussions, je dirais, avec les directions financières qui sont vues essentiellement sous un angle budgétaire, hein, c'est-à-dire les primes. Les budgets n'intègrent pas toujours, loin s'en faut, les indemnisations qu'on peut recevoir en cas de sinistre. Donc il y a toujours ce pilotage par le contrôle de gestion qui peut être un peu, un peu frustrant. On vous fait payer les coûts, mais pas les... Ouais, on compte les coûts et on compte pas les indemnités. Voilà. Bon. Mais bon, c'est comme ça, il faut s'y faire. Après, de toute façon, contraint et forcé, on va être obligé d'expliquer au DG ou au DAF que là où on achetait je sais pas, 100 millions de capacités, il n'y a plus que 50, et puis le prix, il est 30% plus cher que c'était avant. Mais voilà, c'est un peu... c'est difficile, mais on est un peu obligé d'en passer par là. Et je pense, pour rebondir sur les sujets qu'évoquait Stéphane, il y a aussi un certain nombre d'entreprises ou d'organisations qui n'ont pas forcément conscientisé ou formalisé leur appétit au risque. C'est quelque chose qui est un peu évanescent et ça pose un certain nombre de questions. Donc il faut aussi prendre le temps, avec la direction générale, avec la direction financière et le risk manager ou la personne en charge des assurances, de réfléchir un petit peu là-dessus et de le formaliser. Pas forcément de manière extrêmement compliquée, mais avoir tout ceci cristallisé dans un certain nombre d'indicateurs qu'on va pouvoir suivre pour pouvoir après prendre des décisions ou accepter un certain état de fait. Frédéric? Non, ce que je voulais dire, parce qu'on parle de coût, là, Oui. on parle malheureusement pas de valeur, mais ce qui est intéressant, et je l'entends souvent de la part des assurés, c'est pas le coût de l'assurance qui est important, c'est le coût du risque. Donc ce qu'il faut expliquer aux directeurs généraux, c'est qu'il y a un coût du risque, le risque assurable, qui est celui de la rétention, c'est-à-dire de sa franchise, qui est celui effectivement de son transfert, donc la prime d'assurance, qui est celui de la capacité qu'il n'achète pas, parce qu'il y a des sinistres qui vont dépasser la capacité qu'il achète, du service prévention ou du département, des juristes qui travaillent finalement sur la réduction du risque, et quand même aussi des moyens de prévention-protection, donc les sprinklers, les bâtiments qui sont dupliqués, etc. Donc quand on regarde tout ça et tous les éléments qui forment le coût du risque, on voit qu'il y a matière à travailler pour le risk manager qui a cette expertise pour réduire ce coût et pour justement faire que cette volatilité soit un petit peu plus aplanie. Alors, j'ai envie de reprendre la question là, qui nous est proposée. Du côté, on comprend la difficulté en interne de mesurer son appétit au risque, hein, mais aussi, est-ce qu'on peut mesurer l'appétit au risque des assureurs, à part de voir qu'ils se reculent? Alors, mesurer l'appétit au risque des assureurs... Je pense que malheureusement, cet appétit au risque, en ce moment, il est en train de reculer. Oui, on le mesure à travers les renouvellements. Mais ensuite, pour revenir sur ce qui a été dit, sur notamment ce que disait Stéphane sur l'appétit au risque des assurés, ça, je pense que c'est très important de formaliser cet appétit au risque, alors qui peut être formalisé dans la captive, hein, parce que la captive, elle est soumise à solvabilité 2. Et donc, elle se doit, comme n'importe quelle compagnie d'assurance ou de réassurance, de formaliser un certain nombre de choses, aussi bien au niveau de sa gouvernance que de sa souscription. Et donc, l'appétit au risque, effectivement, fait partie de ces métriques qu'on va pouvoir suivre. Ensuite, ce qui a été dit sur la prévention est très vrai, c'est-à-dire que la prévention, elle est intéressante, c'est un investissement. Elle va profiter en premier lieu à la captive, donc elle va profiter quelque part au groupe, qui va pouvoir profiter donc de cette prévention étant engagé sur ses premières tranches de risque. Voilà, sur l'appétit au risque, il faut quand même noter qu'il y a des appétits au risque très différents parmi nos clients et donc forcément des politiques de souscription qui sont très différentes. Donc je pense que c'est important de la formaliser, que ce soit à travers la captive ou si on n'a pas de captive, qu'on ait une ETI. Je voudrais vous demander à tous un petit conseil très pratique pour améliorer ces relations, alors les renouvellements l'année prochaine ou les relations avec son assureur, quel que soit son niveau d'appétit au risque. Si vous aviez un conseil à donner pour que ça se passe mieux, moins mal, quel serait votre conseil pratique? Un ou deux, allez.
Un seul, du coup, moi je donnerais le conseil effectivement d'échanger avec son assureur encore plus que jamais. C'est-à-dire, on échange toujours avec son assureur, mais dans des circonstances comme celle-ci, il faut se parler pour faire comprendre ses contraintes et son profil de risque et sa dynamique. Qu'est-ce qu'on a pris en compte, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qu'on a vécu, et puis comprendre aussi les contraintes de l'autre. Et après, on arrive, avec cette compréhension mutuelle, probablement à passer un certain nombre d'aléas de la vie et d'aléas de la relation de partenaire qu'on essaie de construire et de maintenir avec l'assureur. Donc ça, l'échange, il était fondamental et il reste d'actualité. Ça ne fait pas tout, mais c'est probablement la première pierre. Et le courtier va aider finalement à matérialiser et à enrichir cet échange. Ouais, je reviendrai aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est quand même très, très important et qu'à mon avis, il faut développer. C'est-à-dire que dans le marché soft, c'est la discussion entre l'acheteur d'assurance et puis le souscripteur de l'autre côté. Voilà, et puis c'est pourquoi j'aurais pas mes moins 2,5 cette année, etc. Bon. Effectivement, dans un marché plus difficile, comme tu le disais pour cyber, finalement, on est obligé d'embarquer dans la discussion d'autres parties prenantes de l'entreprise, donc les directions de sécurité. Ça peut être aussi des juristes ou des choses comme ça sur d'autres aspects. Si on parle de responsabilité civile, par exemple, comment vous contractualisez, quelles limites vous acceptez. Voilà, donc il faut... et donc, de fait, il faut vraiment que le risk manager soit très bien connecté dans l'entreprise, qu'il ait la capacité d'aller demander à quelqu'un de venir pitcher ou de lui expliquer. Meilleure est la connaissance des risques en fait, qu'on a, donc avec un réseau maillé pour remonter s'il y a une nouvelle activité qui se développe, est-ce que c'est bien couvert, etc. Donc c'est primordial en fait, et effectivement il y a un aspect data aussi. Donc François pourra en parler aussi. C'est beaucoup de risk managers maintenant, surtout dans les grosses boîtes, justement se posent des questions sur ces questions de données, de traitement de données, de gestion de données, qui étaient souvent faites de façon assez traditionnelle. Il y a des outils spécifiques maintenant, concrètement. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut que les risk managers commencent à s'en doter et fassent évoluer ces outils aussi en fonction de leurs besoins. Je rappelle le motto de Peter Drucker, on ne manage que ce qu'on mesure. Bon, c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a des choses qui peuvent être managées sans être mesurées, mais quand même, c'est important de pouvoir mesurer les choses pour les expliquer aux assureurs et réassureurs. Nous, on vit, en tout cas les réassureurs, dans un monde statistique et stochastique. Je caricature, mais on parlait de langage commun tout à l'heure. Si on pouvait utiliser un langage qui est assez proche, et si ce langage ou ce dialogue était continu, les choses sont toujours plus simples. Alors, je pense que la question qui s'affiche là est directement en lien avec cet appétit de la donnée. Est-ce la fin des analyses actuarielles et l'avènement des modélisations prédictives ? C'est pour vous, je pense aussi. Oui, oui, mais non. Oui et non. C'est-à-dire que oui, sur les grands risques, sur les catastrophes naturelles, sur les risques d'accumulation, effectivement, on regarde la statistique, donc on regarde le passé, mais on regarde la stochastique. Mais là aussi, comme les risk managers, les risk managers font du scénario planning, ils font du Monte Carlo. J'ai connu dans un passé une entreprise qui est de la défense qui faisait sa gestion des risques et son appréciation des risques financiers en faisant tourner des modèles de Monte Carlo pour voir quelles étaient les probabilités les plus fortes d'avoir tel ou tel risque. Donc oui, on fait toujours tout ça, mais il y a toujours besoin de la personne, il y a toujours besoin aussi d'appréhender l'organisation, d'appréhender la culture de l'entreprise. Et puis les chiffres sont ce que les chiffres vous disent, c'est-à-dire que il y a aussi le futur, il y a aussi les développements, il y a aussi la R&D, la technologie. Donc, tout ça sont des outils qui permettent de soit mieux gérer le risque, soit de mieux le transférer. Tout à l'heure, on parlait des marchés des capitaux ou de l'insurtech, c'est le cas. Étienne, votre conseil pour que ça se passe bien ? Je rebondirais sur ce qui a été dit sur la partie quantitative. C'est vrai qu'il y a 20 ans, on faisait du tableau Excel dans un coin et aujourd'hui, on a des équipes d'actuaires qui travaillent sur la modélisation, donc dans nos équipes de gestion de captives et de conseils sur les captives. Pourquoi ? Pour pouvoir justement avoir ce dialogue avec les assureurs et les réassureurs, comprendre aussi comment ils fonctionnent, quel est leur appétit au risque, essayer de
de définir des bornes et de négocier dans ces bornes. Et ensuite, ça, c'est le travail du courtier. Et puis après, le deuxième maître mot, c'est sans doute l'anticipation, comme disait François. C'est-à-dire que sur la crise du Covid, je reviens là-dessus. Nous, on a des clients qui ont pu faire participer leurs captives au financement du retour à la normale aussi vite que possible. Pas évidemment sur les couvertures de marge brute quand vous faites 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires et que vous êtes présent en Chine notamment. Bien évidemment, vous n'allez pas pouvoir couvrir un mois d'arrêt de production. En revanche, sur tout ce qui est risque périphérique autour de la crise, que ce soit des compléments sur les prévoyances, que ce soit pour rapatrier des expatriés ou les envoyer ailleurs, etc., etc. Donc là-dessus, je pense qu'il y a aussi un vrai effort qui a été fait ces dernières années en risk management pour pouvoir anticiper des crises, alors des crises systémiques. On ne peut pas, comme le disait Frédéric, traiter le risque systémique, mais en tout cas, on peut s'organiser au mieux pour le financement de ces risques. Alors, un conseil qu'aucun de vous n'a donné, je suis d'accord, mais pour autant, je crois que pas mal de dirigeants y pensent, face au retrait de leur assureur, c'est tout simplement d'aller en voir un autre. Alors, est-ce que c'est une bonne idée en ce moment ? Encore faut-il qu'il y en ait d'autres qui soient présents sur la ligne d'assurance concernée et puis qui soient intéressés par votre profil. Ouais. Donc c'est pas forcément tout le temps le cas. Hein. En fait, pour les grands risques, il n'y a pas un assureur pour l'entreprise. Hein. C'est une multitude, plusieurs assureurs, effectivement. Et puis, alors, il y a la difficulté d'avoir suffisamment d'assureurs, mais il y a aussi la difficulté d'avoir suffisamment d'assureurs apériteur, c'est-à-dire l'assureur chef de file qui négocie les conditions avec vous, qui est en capacité de négocier quand il y a des sinistres compliqués, etc. Et là aussi, il y a une raréfaction. Donc, en plus, il y a des concentrations, il y a une raréfaction. Donc, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Oui, alors moi ce que je veux dire, c'est effectivement opérationnellement, c'est parfois compliqué. Je pense que c'est même beaucoup plus compliqué sur les lignes longues comme la RC, la responsabilité civile, notamment des dirigeants, parce que changer d'assureur, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait des sinistres en cours ou des cas en cours. Ce que je comprends dans votre question, c'est finalement cette arrivée de nouveaux capitaux, peut-être, c'est-à-dire ces nouveaux assureurs. Est-ce que ça va changer la donne? C'est peut-être la question sous-jacente. Moi, je ne sais pas, mais je connais comme vous ce qui s'est passé pour les renouvellements du 1er janvier, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux capitaux. On connaît des sociétés comme Convex ou Vantage aux États-Unis ou Conduit, etc. Je crois qu'ils ont levé quelque chose comme 25 milliards de dollars de capitaux au 1er janvier. C'est quand même assez important. La capitalisation de l'ensemble du marché d'assurance, ça doit être près d'1 trilliard ou 900 milliards, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr que ça va faire une grosse différence parce qu'ils étaient déjà là finalement en décembre et le marché est toujours ce qu'il est. Donc je pense qu'il va falloir autre chose. Ensuite, on voit bien que quand ils ont opéré pour le renouvellement du 1er janvier, ils étaient surtout pour compléter des placements où il manquait 3, 4, 5%. Et ça a toujours existé. Alors ça m'amène à ce qui va être ma dernière question puisqu'on arrive au terme de cette table ronde. Pour vous, l'horizon s'éclaircit pas tout de suite. Quel horizon est-ce que vous voyez? Voilà, est-ce que si on se projette un petit peu, quand est-ce que l'horizon peut se dégager et comment est-ce que vous voyez l'horizon, on va dire, aller à 5 ans, Stéphane? L'horizon se dégage. Bon, en fait, on est dans le new normal, non? C'est ça C'est le new normal en RH, en assurance. En donc, c'est plus dur pour quelque temps. Voilà, et puis bon, on va s'adapter. Effectivement, il y a un trauma, qui est peut-être un peu passager, voilà, avec des réactions qui peuvent être parfois éruptives dans les entreprises, hein, surtout ceux qui connaissent pas bien le métier, qui n'étaient pas prévenus qu'il y avait un cycle. Ça baisse tout le temps. Ouais, faut que ça baisse. Ouais, ok. C'est vrai. Et donc, bon, là, on est rentré dans le new normal et on va retravailler à partir d'une base, effectivement, qui va être plus élevée pendant un certain temps. Et puis, on discutera les mérites de nos risques avec nos assureurs pour obtenir petit à petit plus de capacité, plus de confiance et de meilleurs prix.
Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir expliqué ce new normal de l'assurance. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la pause déjeuner. Les plénières reprendront à 14h. Merci. Merci.